Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité de la semaine dans la MRC de Portneuf et une partie de la Jacques-Cartier. Le projet de TGV Alto suscite des inquiétudes dans Portneuf. L'Union des producteurs agricoles UPA de Portneuf dénonce un tracé qui pourrait affecter plusieurs terres agricoles et avoir des conséquences importantes pour les producteurs de la région. J'ai rencontré le président de l'UPA Portneuf, Christian Hébert, pour en discuter. Vous allez entendre ses explications. Puis la société de la piste Jacques-Cartier Portneuf a dévoilé jeudi dernier sa nouvelle image de marque pour la vélopiste Jacques-Cartier Portneuf, une infrastructure de près de 68 km. Cette modernisation vise à mieux refléter son attrait touristique alors que l'achalandage augmente et que plusieurs améliorations sont en cours. C'est un reportage de Luc Robitaille. Enfin, à Saint-Basile, près de 300 personnes ont pris part à la toute première édition de l'activité Tout en carton, organisée par Accès Travail Portneuf. L'événement composé de plus de 1000 boîtes de carton visait à stimuler la créativité, la coopération et les habiletés sociales chez les jeunes et les familles. Vous aurez les détails dans le téléjournal. On commence par la coopération intermunicipale qui s'amplifie de plus en plus. Les villes de Donnacona et de Neuville ont annoncé une aide financière de 350 000 $ du gouvernement du Québec pour soutenir l'intégration de leurs services de sécurité incendie. C'était lors d'une conférence de presse présidée lundi par le député de Portneuf, Vincent Caron. Et puis, entre Donnacona et Neuville, bien on le sait, cette proximité géographique existe depuis toujours. Je suis vraiment très fier d'annoncer, au nom de mon jeune collègue ministre Mathieu Lévesque, une aide de 350 000 $ dans le cadre du fonds Région et Ruralité. Donc, ça va concrètement contribuer à organiser l'opération, l'administration et la gestion d'un service de sécurité incendie desservant le territoire des deux villes. Cela, c'est notamment au bénéfice, encore une fois, des citoyens et des citoyennes. Ça fait pratiquement 2 ans, jour pour jour, qu'on avait fait la première étape, justement, de partage de services. C'était en juin 24, ça fait déjà pratiquement 2 ans qu'on a fait cette première étape, l'échange de services avec notre directeur d'incendie, M. Langlois, et notre technicienne en incendie, Mme Julie Saint-Onge, qui est ici présente aussi avec nous. Alors, si vous autres êtes l'initiateur de ça. Alors, cette démarche s'est faite parfaitement naturellement dans un esprit de collaboration, de confiance et de volonté commune de mieux servir nos citoyens. Cette aide financière va nous aider à optimiser l'expertise de nos pompiers, uniformiser nos pratiques, s'assurer d'un service efficace, d'un service d'incendie pour tous nos citoyens à la grandeur du territoire. Et finalement, cette annonce confirme que la collaboration intermunicipale est non seulement possible, mais qu'elle est une solution d'avenir pour nous tous. Pour la Ville de Neuville, on est très fiers aujourd'hui de recevoir cette subvention parce qu'elle vient appuyer un projet qui est innovant et qui est reconnu en coopération intermunicipale. Nos municipalités collaborent étroitement dans différents mandats depuis des années, mais c'est avec une conviction claire, c'est-à-dire d'unir nos forces pour que nos expertises soient mises en commun afin de protéger nos citoyens sur l'ensemble du territoire, puis c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Pour Neuville, ce projet, ce n'est pas juste une question de budget, c'est aussi, comme plusieurs villes de la taille de Neuville, nous faisons face à une rareté de main-d'œuvre, on fait aussi face à une réglementation qui est de plus en plus difficile à travailler. Puis ce partenariat avec la Ville de Donnacona nous permet de mettre en commun des ressources puis de relever des défis opérationnels qui sont une véritable occasion d'offrir des services plus spécialisés à l'ensemble de notre population à nous, mais aussi à Donnacona. En choisissant d'unir nos forces, nous ne faisons pas que partager des ressources, on optimise l'expérience, on optimise l'expertise, puis on offre une plus grande sécurité à nos citoyens. Puis c'est ça l'innovation, c'est transformer des enjeux administratifs en une force opérationnelle sur le terrain et qui a un impact réel sur le terrain. On espère que cette initiative va pouvoir faire des petits auprès d'autres villes, comme vous l'avez dit.
C'est ensemble qu'on bâtit un service d'urgence qui est plus fort, plus performant, puis qu'on répond aux besoins des deux communautés. Le jumelage des deux services, c'est naturel entre les deux villes. Chacun a des capacités, et puis Neuville nous a approchés en 2024 pour débuter le projet. En 2024, on a eu le partage de ressources entre le directeur incendie ainsi que la technicienne en prévention incendie. À ça, s'est ajouté en janvier 2026 le chef aux opérations, qui est partagé entre les deux villes, qui est M. Philippe Benoît. Globalement, les deux services sont complémentaires. Si je peux me permettre d'aller un peu plus dans les détails des deux services, complémentaires dans le sens que Donnacona possède une caserne neuve, possède des équipements de décontamination, ce qui coûte très cher. On a aussi les véhicules et les ressources pour faire des opérations spécialisées. Et on a le camion échelle qui dessert les deux services incendie. On a un effectif de 34 pompiers qui sont mobilisés rapidement. Ce qui nous amène aussi à Neuville, on a notre caserne. Neuville nous amène une capacité en eau, une capacité de 3800 gallons d'eau. On a une vingtaine de pompiers, mais on a aussi un partage, c'est qu'on a des pompiers de Neuville qui font partie aussi d'une de nos équipes spécialisées. Donc déjà, les deux services au niveau des ressources humaines sont jumelés. Globalement, les gros avantages. Au niveau de l'interopérabilité entre les deux services, maintenant, on a des pratiques conjointes. Tous les équipements ont été standardisés. Sur les opérations, nos protocoles d'intervention sont standardisés pour les deux villes, donc sont déjà appliqués. Et puis, au niveau de la structure de commandement unifiée, ça nous permet de faciliter les communications et l'administration, tant en opération, en intervention, qu'au niveau des casernes, l'entretien des casernes. Donc, globalement, pour nous, présentement, on fonctionne déjà comme un gros service incendie, ayant des capacités qui nous permettent de répondre à tout type d'intervention sur le territoire. N'empêche qu'il y a certains protocoles qui sont en place aussi pour nous aider avec d'autres municipalités, exemple au niveau du sauvetage hors route. Donc, globalement, Donnacona-Neuville, les deux services incendie sont maintenant un au niveau opérationnel et administrativement, ça semble. Au Québec, on est fiers de nos richesses. Arrête donc. Pas toi, le graphite dans ta raquette. Hein? On a de grandes ambitions dans la production de gallium. Quoi? Ben, du gallium. Il y a ça dans ton ordi. Juste là. Ah! Le Québec, c'est un vrai chef de file en production de... Oui, on a compris. En production de bois de construction. Exact. Le chantier par là. Au Québec, la gestion responsable et durable de nos ressources, on la met à l'avant-plan. Chérie, me passerais-tu le beurre? Merci. C'est plate. Cette heure, toute la partie se passe rien que d'un bord. Oh, je t'aime, mon cœur. Moi aussi, mon cœur. Avant vos travaux, vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la Régie du bâtiment du Québec. La solidarité était au rendez-vous vendredi soir à Saint-Raymond, alors que la Fondation Santé pour Neuf tenait son grand bal 2026 au profit du projet Le Dôme Hébergement Jeunesse pour Neuf. À guichet fermé, l'événement a permis d'amasser 365 000 $, une mobilisation importante autour d'un projet destiné à offrir un milieu de vie sécuritaire aux jeunes de 12 à 17 ans. Regardons. La solidarité et la générosité étaient au rendez-vous vendredi soir à Saint-Raymond, alors que la Fondation Santé pour Neuf tenait son grand bal 2026 au profit du projet Le Dôme Hébergement Jeunesse pour Neuf. On s'entend qu'une ressource d'hébergement qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, ça a un coût financier. L'événement à bénéfice, qui affichait complet avec 271 convives, a permis d'amasser une somme de 375 000 $ afin de soutenir la future ressource d'hébergement destinée aux jeunes de 12 à 17 ans vivant des situations familiales complexes. On sait qu'à 12-17 ans, on est dans l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui changent, on se pose beaucoup de questions et tout ça. Donc, c'est une période propice pour leur donner un hébergement qui est pour eux, pour les aider dans les moments plus difficiles.
Les promoteurs du projet ont rappelé l'importance d'offrir aux adolescents un milieu de vie temporaire, sécuritaire et adapté à leurs besoins, tout en leur permettant de demeurer dans leur communauté et de poursuivre leur parcours scolaire dans la région. C'est que maintenant, les jeunes vont avoir un lieu pour se déposer. Ça va permettre à ces jeunes-là aussi de vivre dans leur communauté et non d'aller vers la ville. Actuellement, si les jeunes qui vivent des difficultés, que ce soit personnelles, sociales, doivent aller vers la ville de Québec où sont actuellement les ressources, ça amène un enjeu de déracinement, ça amène un enjeu de déscolarisation. Avec le Dôme, on n'aura plus à faire face à ces enjeux. La soirée a également mis en lumière la forte mobilisation du milieu des affaires, des élus et des partenaires régionaux autour de cette initiative jeunesse. Les représentants politiques ont salué l'engagement de la communauté et la générosité des participants envers ce projet qu'ils jugent essentiel pour l'avenir de la jeunesse pornevoise. On sent une mobilisation des gens d'affaires, des gens du milieu pour faire en sorte de pouvoir s'offrir un projet extraordinaire avec la Maison Le Dôme, une initiative motivante qui va faire en sorte que nos jeunes vont pouvoir grandir et s'offrir un environnement qui va leur permettre de s'adapter et peut-être réaligner leur chemin pour faire en sorte qu'ils puissent continuer à grandir dans Portneuf-Jacques-Cartier. Je pense que c'est important pour chacun de nous de faire notre part et d'encourager ces belles initiatives-là. Et évidemment que c'est un plaisir pour moi ce soir d'être ici au Grand Bac. Je me réjouis de cet élan de générosité qui permet justement d'apporter des moyens supplémentaires à nos institutions pour offrir plus de services à nos concitoyens. Il faut aussi que la population soit consciente que tout ce que la Fondation fait, c'est pour la population. Et il y a une mauvaise perception souvent. Ce n'est pas juste pour Saint-Raymond, c'est pour l'ensemble des infrastructures en santé, pour la communauté de Portneuf. Mais pour moi, ça me parle. Puis c'est facile après ça d'arriver au Conseil des maires, parler à mes confrères et demander de supporter la Fondation et d'aller de l'avant. De son côté, la ville de Saint-Raymond a rappelé sa contribution au projet, notamment par le don du terrain destiné à accueillir la future ressource. La ville de Saint-Raymond, en fait, c'est qu'on donne le terrain. C'est aléatoire, mais c'est pratiquement un demi-million que la ville de Saint-Raymond va mettre parce qu'on fournit le terrain pour la construction du flot. Avec cette importante récolte de fonds, les promoteurs franchissent une nouvelle étape vers la concrétisation d'un projet qu'ils qualifient d'essentiel pour l'avenir de la jeunesse portneuvoise. Papa Moussa Camara, depuis Saint-Raymond, pour CJSR. Comme je vous le disais dans les titres, le projet de TGV Alto inquiète dans Portneuf. L'Union des producteurs agricoles UPA de Portneuf dénonce un tracé qui pourrait toucher plusieurs terres agricoles et entraîner d'importantes conséquences pour des producteurs de la région. J'ai rencontré Christian Hébert, le président de l'UPA Portneuf, pour en parler. Alors je vous propose de l'écouter. Pourquoi l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, est contre le projet Alto, le projet de TGV Alto entre Montréal et Toronto? C'est un mauvais projet là, sur tous les points. Pour nous autres, ça nous touche particulièrement le secteur agricole parce que la majorité du tracé est sur nos terres. Une grande cicatrice, il faut que les gens comprennent, hein, c'est pas comme une voie ferroviaire, hein, c'est pas comme une autoroute, c'est clôturé, des remblais de 20 à 30 pieds, 60 mètres de large. Ils veulent faire une grande cicatrice dans Portneuf qui va faire que plus de 200 fermes vont être touchées. 120 producteurs n'auront plus la rentabilité, c'est la faillite. Ça, c'est la financière agricole, c'est toi puis moi qui perds ces sous-là. Hein. Le réseau routier, pour contourner 20 ou 30 kilomètres, le réseau routier qui est déjà saturé, nos petites municipalités ne seront pas capables de soutenir ça. Mais même le projet en soi, il n'y a pas d'études, il y a une opacité à nous dire c'est quoi la viabilité de ce projet-là? C'est quoi le vrai achalandage? Qui va de Québec à Toronto? Hein? Le prix des billets va être combien? Parce que présentement, toutes les données qu'on a, là, ça va être un projet, là, un éléphant blanc
un train pour une poignée de privilégiés. Ça vaut vraiment la peine d'exproprier tous ces gens-là? Alto a reconnu que le tronçon seulement d'Ottawa à rentrer à Montréal, c'est 1700 appartements et de maisons de gens qui vont être expropriés. Au-dessus de 500 fermes qui vont être touchées. Ici, dans la capitale nationale, je viens de te le dire, au-dessus de 200 fermes, 120 qui vont mettre la clé en dessous de la porte, mais aussi 1000 portes, 1000 appartements, près de 1000 maisons. Les gens vont perdre leur maison. Dans le secteur agricole, l'UPA, on est les premiers à sortir parce qu'on est touché sur tout le tracé, puis on est une organisation structurée. Ici, dans Portneuf, là, les entrepreneurs voient que les chambres de commerce sont un peu mal à l'aise à sortir. Ils contactent l'UPA et ils disent « Hey, on vous appuie ». Puis on se rend compte que dans les séances de consultation, les citoyens, ils n'y étaient pas, là. Les 1000 personnes là, qui vont perdre leur appartement puis leur maison, là, ils n'étaient pas là avec la centaine de personnes qui étaient en consultation à Cap Santé. Là, le monde commence à apprendre ça, puis en parler là, ça va les sensibiliser. On commence à voir, c'est peut-être Portneuf, quelqu'un qui pose une question, hein, il va avoir un TGV qui va passer dans Portneuf, il va passer où? Hein, à Deschambault, il va passer entre Cap-Santé puis Saint-Basile. Là, le monde en prenne conscience. Fait que merci beaucoup de nous donner cette opportunité-là là, pour dire que ce n'est pas juste le secteur agricole. Là. Tous, on va payer le coût de ça. Hein. Un projet qui va dépasser les 100 milliards de dollars. Le plus grand éléphant blanc de toute notre histoire. La relève agricole sera à l'honneur le 28 mai à Saint-Raymond. Une soirée d'échange et de réseautage organisée à la ferme Drolet et Fils réunira jeunes producteurs et passionnés d'agriculture. Christian Hébert nous en dit plus sur ce sujet. Il y a aussi les activités de la relève agricole qui sont prévues le 28 mai. Voilà, et parlez-nous-en. Ben là, ça s'en vient. Vous le savez, là, écoute, moi, ce qui me motive, ce qui me fait vivre, c'est la relève. Ma petite relève à moi, mais toute la relève agricole ici dans Portneuf. Et on a une chance cette année, la ferme Drolet à Saint-Raymond ouvre ses portes pour une soirée de ferme le 28 mai. Hein. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Là, hein. Et toutes les relèves, tous les jeunes qui sont passionnés d'agriculture, qui soient soit en production ou qui ont un projet en tête, là, venez à l'activité. Même si ce n'est pas dans le lait, ça permet de côtoyer d'autres producteurs, faire des rencontres, de rencontrer nos partenaires. Fait qu'une belle activité le 28 mai pour nos jeunes, une soirée d'étable. Quelle heure? C'est à 19h. Hein. La MRC de la Jacques-Cartier, en collaboration avec la Sûreté du Québec, a lancé mardi un nouvel outil interactif destiné aux citoyens pour les aider à mieux comprendre la démarche à suivre lorsqu'ils souhaitent signaler une infraction. Accessible sur le site internet de la MRC de la Jacques-Cartier, il guide les usagers à travers différentes situations à l'aide d'un questionnaire et d'une assistante virtuelle, afin de faciliter le processus de signalement. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. À Saint-Basile, près de 300 personnes ont participé à la toute première édition de l'activité Tout en carton,
organisé par Axe Travail Portneuf. L'événement de co-création composé de plus de 1000 boîtes de carton visait à favoriser la créativité, la coopération et les habiletés sociales chez les jeunes et les familles. Regardons. Petits et grands ont laissé libre cours à leur imagination les 8 et 9 mai dernier à Saint-Basile, à l'occasion de la toute première édition de l'activité Tout en carton. Donc on a monté un projet autour du carton, donc, qui est quand même assez, quelque chose d'assez environnemental, assez écologique. Et puis l'idée, c'était, on construit quelque chose ensemble. Donc c'est un projet, on le voit derrière, autant sur des boîtes en carton. Il y a plus de 1000 boîtes là aujourd'hui qui ont été montées. Organisé au centre Ernest J. Papillon par Axe Travail Portneuf, l'événement de co-création a rassemblé près de 300 participants autour d'un impressionnant terrain de jeu composé de plus de 1000 boîtes de carton. Vendredi, 5 classes de l'école primaire Les Trois Sources ont pris part aux ateliers, avant de laisser place samedi aux familles et citoyens venus expérimenter cette activité axée sur la créativité, la coopération et l'inclusion. Et puis l'idée, c'est de dire aux gens, regarde, si tu veux construire quelque chose, tu peux le construire tout seul, mais s'il y a plus de monde, ça va aller plus vite, tu vas construire quelque chose de plus gros. Donc on a l'exemple des tours, on a fait faire des tours aux gens. C'est sûr que tout seul, on ne peut pas faire une tour qui est très très haute. Si on est plusieurs, on peut aller plus vite, on peut aller plus haut, c'est plus simple à gérer. Donc les gens travaillent ensemble, les enfants travaillent ensemble. Au programme, construction de structures géantes en carton, création de maquettes de villes et casse-tête grandeur nature. Pour les organisateurs, l'objectif allait bien au-delà du simple bricolage. L'activité visait surtout à encourager la communication, le travail d'équipe et le développement des habiletés sociales chez les enfants comme chez les adultes. En fait, que ce soit les enfants ou les adultes, on utilise un moyen détourné pour que les gens acceptent de se cohabiter ou les pousser rapidement à produire ou à évoluer ensemble et en communiquant. Donc c'est vraiment communication et puis développement des habiletés sociales en fait, pour tout le monde. Le créateur derrière Général Patente, Marc Duval, estime que ce type d'activité permet aux jeunes de développer pleinement leur imagination. Écoutez, la créativité, pour moi, c'est la base. Lorsqu'on est créatif, on peut inventer plein de choses. Alors ici, avec du carton, si on peut voir là, tous les objets que les enfants ont fabriqués, on voulait faire une ville, inventer une ville. Alors à partir de là, les enfants ont commencé à travailler. Et puis là, ils utilisent le carton. Et c'est ça la matière première aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. On part de rien pour créer des appartements. Il y en a qui ont fait des tentes, il y en a qui ont fait des voitures. C'est incroyable, c'est super beau. Du côté de la ville de Saint-Basile, on se réjouit de la forte participation citoyenne et de l'aspect rassembleur de l'événement. C'est sûr que dans Saint-Basile, c'est pas la ville où il y a la plus grande diversité culturelle, mais en fait, moi, je trouve que oui, parce qu'on a l'inclusion, entre autres, avec l'Association des personnes handicapées, avec les nouveaux résidents de Saint-Basile. On a plusieurs nouvelles familles aussi qui sont arrivées. Donc, moi, oui, on est très satisfaits du déroulement et de tout ça. L'activité Tout en carton poursuivra maintenant sa tournée dans d'autres municipalités de la MRC de Portneuf au cours des prochains mois. Papa Moussa Kamara, depuis Saint-Basile, pour CJSR. La société de la piste Jacques Cartier Portneuf a dévoilé jeudi dernier une nouvelle image de marque pour la vélopiste Jacques Cartier Portneuf. Une infrastructure de près de 68 km. Cette modernisation vise à mieux refléter son attrait touristique, alors que l'achalandage est en hausse et que de nouvelles améliorations sont en cours. C'est un reportage de Luc Robitaille. La Société de la piste cyclable Jacques Cartier Portneuf dévoilait officiellement la semaine dernière la nouvelle image de marque de la vélopiste. Voici les points saillants de cet événement. Donc, créé en 1996 par la MRC de la Jacques Cartier et la MRC de Portneuf, cette infrastructure régionale est devenue au fil des années un parc linéaire reconnu pour la qualité de sa surface. Comme vous le savez, la vélopiste, c'est un joyau cyclable de presque 68 km qui fait partie du réseau de la route verte. C'est un décor assez féerique, puis c'est à l'image de notre MRC, mais celle aussi de nos collègues voisins. Sérieusement, on a de très beaux territoires à découvrir. Puis je pense que cette piste-là
en est un moyen vraiment extraordinaire. C'est un attrait plus qu'important aux portes de la capitale nationale sur une connexion avec le chemin des cheminots qui a 22 km dans la grande région. C'est le lien entre le urbain, l'entrée dans le plus beau et grand terrain de jeu de la capitale nationale et ensuite chez nos voisins. Puis en effet, là, une diversification le long de ça. Je pense entre autres à l'amélioration que vous avez faite dans le coin de Portneuf avec les endroits, on dirait quoi, prêts à camper ou en tout cas, bref, ça amène une profondeur de plus. Parce qu'on dira ce qu'on voudra, c'est une infrastructure qui nous appartient, qu'on a partagée avec nos voisins. Et à ma connaissance, on a toujours eu une harmonie hors pair. Et où ça nous amène? Tu sais, on parle de plan touristique, on parle de région touristique, la capitale nationale, mais, dont nous faisons partie, mais la région spécifique Portneuf-Jacques-Cartier. La vélopiste relie des municipalités, attire des visiteurs et met en valeur la richesse de nos paysages. Pourtant, son image, elle, est restée la même depuis 1996. Après 3 décennies, il est devenu essentiel de poser un regard neuf sur son identité visuelle pour qu'elle reflète mieux ce qu'est devenu la vélopiste. Il s'agit d'un outil stratégique qui contribue à renforcer son positionnement, à accroître son attractivité et à soutenir son développement, tant sur le plan touristique que régional. La vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf se caractérise aujourd'hui par un accroissement marqué de son achalandage et des opportunités de développement comme des prêts à camper et des sentiers pédestres qui viennent s'y greffer. Une première étape importante sera franchie dès demain avec le lancement de son tout nouveau site Internet réalisé par PopMedia. Sur le terrain, dès cet été, les usagers verront apparaître la transformation à travers la mise en place d'une nouvelle signalisation. Je vous invite donc à suivre la page Facebook de la Vélopiste pour ne rien manquer des prochaines étapes et de l'évolution du projet. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, cette nouvelle affiche? Enfin, on se modernise sur un produit d'appel très significatif pour l'ensemble des deux MRC, MRC de la Jacques-Cartier et Portneuf. Une mise à jour. Dans le fond, ce qu'on vient souligner, c'est l'importance pour nous de cette piste-là, l'importance à travers le temps, de se repositionner dans le caractère récréotouristique de notre secteur, le sport, le beau territoire, la grandeur du territoire, les paysages. Est-ce qu'un jour, on pourrait voir des prolongations? Est-ce qu'il y a différentes connexions de d'autres communautés, même de la MRC de la Jacques-Cartier, qui pourraient s'y joindre ou en tout cas s'y rendre? Si je pense à Stoneham, Saint-Gabriel, le Val-Cartier, éventuellement, ce serait pour moi des vœux à travers le temps. Alors aujourd'hui, est-ce que ça vous donne le goût de réenfourcher votre bécane? Je te dis pas non. Il y a tellement des belles activités qui se produisent avec le développement de notre secteur pour les usagers de vélo. C'est tentant. C'est tentant. Par contre, il faut être capable de s'auto-évaluer. C'est là que j'en suis. C'est une grande fierté parce que la vélopiste, dans notre secteur, tout comme nos voisins, la MRC de Jacques-Cartier, c'est un acquis extraordinaire. Alors, on vous souhaite une bonne saison de vélo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous vous attendez cette année de plus que les autres années? Encore une augmentation, parce que d'année en année, l'augmentation de la clientèle puis des gens qui passent sur la piste cyclable est en augmentation toutes les années. Avec l'avènement des vélos électriques, ça a augmenté énormément la possibilité pour les gens qui étaient moins mobiles de se rendre maintenant jusqu'à Rivière-à-Pierre. Et vous, votre implication dans l'organisme? Oui, moi, mon rôle, c'est de s'assurer que la vélopiste soit toujours bien maintenue, que les employés qui travaillent sur l'entretien soient équipés puis qu'ils répondent aux besoins de la clientèle, de maintenir la satisfaction de tous les usagers puis de faire croître la région Jacques-Cartier-Portneuf avec les gens qui font du vélo. Alors, nous avons ici Alexandra, en tant qu'usager de la vélopiste. Parlez-moi un petit peu de votre expérience. Parfait. Donc, la Vélopiste, écoute, c'est une super belle piste cyclable qui est connectée au corridor des cheminots. Fait que ça vaut vraiment la peine de le parcourir, là, autant en partant de Québec ou en partant, par exemple, de Saint-Raymond ou de Shannon. C'est vraiment un beau parcours cyclable qui est super facile à emprunter aussi. Le parcours est linéaire. Notamment, cette année, on a vraiment une belle nouveauté qui est l'ajout de nouvelles barrières de passage. Donc, il y a vraiment beaucoup d'améliorations. L'équipe cherche toujours à trouver des nouvelles manières de rendre le parcours cyclable plus attrayant et plus plaisant aussi pour les usagers.
Il y a beaucoup d'aires de repos aussi. On peut se reposer assez souvent quand on veut. Oui, exact. On peut vraiment se reposer à plusieurs endroits. À tous les kilomètres, on est assuré qu'il y en ait un. Puis, il y a eu une nouvelle aire de repos, justement, l'année dernière à Saint-Raymond. Fait que, on voit qu'il y avait vraiment un engouement à rendre la piste cyclable toujours plus intéressante et plus plaisante pour les cyclistes. D'accord. Merci beaucoup, Alexandra. C'était Luc Robitaille à la station touristique de Duchesne pour CJSR. L'intelligence artificielle au service des entreprises. À Saint-Raymond, une formation a permis à des entrepreneurs de la région de découvrir les usages concrets de l'IA générative dans leur travail quotidien. Voici ce qu'il faut savoir. L'intelligence artificielle générative suscite un intérêt grandissant chez les entrepreneurs de notre comté. Une formation d'initiation organisée par le campus Notre-Dame-de-Foix, la MRC de Portneuf et la Corporation de développement de Saint-Raymond a réuni mardi à Saint-Raymond plusieurs participants venus mieux comprendre les usages concrets de l'IA dans leur travail quotidien. Et en fait, on a été à l'écoute des besoins de formation des entreprises de la région de Portneuf qui nous ont mentionné qu'ils avaient soif d'en savoir plus sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça au quotidien, comment est-ce qu'on peut gagner en efficacité. Donc, c'est vraiment suite à ces déjeuners-là qu'on a été à l'écoute puis qu'on s'est rencontrés là, avec la MRC et la Corporation de Saint-Raymond et qu'on a décidé de répondre à la demande et organiser ça aujourd'hui. La formation, offerte à une vingtaine de professionnels issus de différents secteurs, vise surtout à démystifier les outils d'IA et leurs applications pratiques. Surprenamment, il y en a de tous les secteurs d'activité. Il y a autant des professionnels, des gens, des entreprises agricoles, des petites entreprises, de très grandes entreprises. Vraiment, il n'y a pas de persona type. C'est ce qui est intéressant, là, c'est qu'on répond aux besoins de tous avec une formation en intelligence artificielle. Bien, en fait, je pense que plusieurs d'entre nous utilisons l'intelligence artificielle. Je pense que tout le monde en entend parler au quotidien, mais il y a une curiosité qui est omniprésente, à savoir de quelle façon est-ce que je devrais m'en servir, de quelle façon est-ce que je pourrais gagner du temps au quotidien, dans mes tâches, au niveau de l'entreprise, etc. Donc, c'est vraiment pour démystifier tout ça. C'est vraiment une formation pour débutants qu'on donne aujourd'hui. Puis, il va y avoir possibilité aussi de pouvoir approfondir dans d'autres formations dans le futur différents sujets là, qu'on va couvrir aujourd'hui. Mais pour l'instant, on voulait mettre la table là, sur les différentes options là, en intelligence artificielle. Le formateur a présenté plusieurs plateformes développées par les grands acteurs du domaine, notamment OpenAI, Google, Anthropic et Microsoft. Selon lui, l'IA permet d'accélérer de nombreuses tâches administratives et professionnelles. Je pense que l'amélioration numéro 1, c'est le gain de temps aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Des tâches qui précédemment prenaient plusieurs heures, journées, voire semaines, peuvent aujourd'hui être réalisées en l'espace de quelques minutes. Le consultant rappelle toutefois que l'utilisation de l'intelligence artificielle comporte aussi certains risques, notamment en matière de confidentialité et d'erreurs générées par les systèmes. Oui, il y a des risques d'erreurs, d'hallucinations, dont le degré de gravité peut être variable selon qu'on a affaire à des données financières, par exemple, ou des données qui touchent l'humain, l'individu. Donc effectivement, il est important de pouvoir mesurer les enjeux. Il est important de savoir quelle IA utiliser pour respecter au mieux les données personnelles. Et donc, la plupart du temps, quand c'est gratuit, on dit c'est vous le produit, et donc les données sont utilisées par les fournisseurs. Lorsqu'on paye des abonnements, qui sont souvent dispendieux, eh bien on peut avoir la garantie d'une confidentialité, d'avoir la garantie que les données restent à l'intérieur de l'entreprise. Les organisateurs souhaitent maintenant répéter l'expérience et développer d'autres formations adaptées aux besoins des entreprises de la région. Papa Moussa Kamara, depuis Saint-Raymond, pour CJSR. Prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a remis lundi à Sainte-Christine d'Auvergne une aide financière de 3 000 $ au projet Ricochet, afin de soutenir les travailleurs du milieu communautaire et prévenir l'épuisement professionnel. Voici l'essentiel à retenir. Globalement, l'aide apportée servira à réaliser des activités ciblées visant à renforcer notamment la santé globale des travailleuses et travailleurs
du milieu communautaire, d'offrir des formations adaptées, des ateliers parfois et de poser des gestes ponctuels qui vont pouvoir faire la différence. Finalement, le but de tout ça, c'est de réduire la charge émotionnelle et prévenir l'épuisement de ces personnes qu'on sait si précieuses. Donc, on sait aussi que, et je rencontre parfois des gens qui me disent « je suis épuisé, je pense même à quitter l'organisme », justement, poser des gestes je ne sais jamais si on dit en amont ou en aval, en amont, eh bien, ça peut faire toute la différence. Donc, je veux remercier particulièrement le projet Ricochet et toute l'équipe qui travaille autour de vous. Vous êtes de véritables perles, mais vous contribuez justement à préserver des dizaines et des dizaines d'autres perles qui sont tellement essentielles dans notre quotidien dans Portneuf. On est réunis pour souligner le soutien financier accordé par M. Caron. Donc, au nom de toute l'équipe et du conseil d'administration, je vous en remercie. Pour la contribution, mais également pour la reconnaissance que ça apporte à notre travail. Je pense que c'est quelque chose dont on est encore peu connu. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Puis c'est vraiment d'avoir cette visibilité-là, d'avoir cette tribune-là qui est super importante pour faire rayonner le projet présentement. Donc, pour faire un petit peu d'histoire sur Ricochet, comme je dis, on n'est pas connu, donc je me permets un petit historique. Ricochet, c'est né d'un constat humain très simple. Donc, derrière chaque organisme communautaire, derrière chaque service offert à la population, il y a des travailleurs, travailleuses communautaires profondément engagés qui portent à bout de bras des réalités humaines souvent lourdes, complexes et exigeantes. Concrètement, comment ça se traduit nos actions auprès des organismes, des intervenants? Donc, on met en place des formations, des espaces de co-développement, des soins physiques et psychologiques, des activités de mieux-être, des ressourcements, mais aussi la création de moments pour souffler, pour être reconnu et pour être moins seul dans notre rôle au sein d'un organisme. Donc, à travers ces actions, nous souhaitons contribuer à atténuer les risques psychosociaux et à prévenir l'épuisement professionnel. C'est aussi un enjeu qui augmente la charge, outre les impacts que ça a sur la personne, ça augmente la charge de travail pour les autres personnes d'un organisme. Donc, pour maintenir ce filet-là, on n'a pas le choix d'agir pour que tout le monde soit apte et disponible à faire son travail et à ce que l'organisme puisse rouler là, à pleine efficience. Donc, dans Portneuf, comme je l'ai dit, ça a débuté dans la capitale nationale, mais davantage au niveau de Québec, parti d'un modèle qui était difficilement... C'était plus difficile de le mettre en place là, dans le réseau de Portneuf, étant donné la grandeur du territoire, les réalités propres aux organismes. Donc, année après année, j'ai essayé, là, depuis que je suis à Ricochet, d'implanter ça dans Portneuf, d'implanter un modèle qui pouvait fonctionner. Donc, avec le soutien, les soutiens financiers, on est capable de porter ce projet-là avec plus d'ampleur dans le comté de Portneuf. Donc, on accompagne les organismes, les équipes, autant individuellement que collectivement, là, selon le besoin. Au cours des dernières semaines, j'en profite pour dire aussi que Ricochet a obtenu un honneur. J'ai eu l'honneur d'être présente pour le prix distinction qui est porté par Cohésion SP. Donc, c'est le directeur de la CNSST qui a accompagné d'un jury qui nous a offert la reconnaissance du prix coup de cœur santé mentale pour nos mesures mieux-être pour la communauté. Donc, ça me touche énormément. Puis ça vient confirmer que prendre soin des personnes qui prennent soin des autres, c'est non seulement pertinent, mais nécessaire. Peu importe le milieu, peu importe l'endroit, mais également dans le communautaire. Là. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo suivie de votre émission Interrogé. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.